La République de Platon, introduction par Robert Bakou, suite. 7. Genèse des cités injustes, mots attachés à l'injustice. 2. L'oligarchie. Le passage de la timarchie à l'oligarchie s'opère de la façon la plus simple. Le goût des richesses, se transformant en avarice, devient le mobile principal de l'activité des citoyens. On amasse, on thésaurise, et plus on accorde d'estime à la fortune, moins on en conserve pour la vertu. À la balance des valeurs, le plateau de l'une descend, tandis qu'allégé, celui de l'autre remonte. Le propre du gouvernement oligarchique est d'adopter le sens comme mesure d'aptitude à l'exercice du pouvoir. Mais l'absurdité de ce critère, qui prive l'État d'un grand nombre de talents aptes à le servir, n'a guère besoin d'être démontrée. Oserait-on choisir le pilote d'un navire d'après le sens, abstraction faite des qualités et connaissances professionnelles que réclame la manœuvre du gouvernail? Ainsi, l'oligarchie repose sur un principe vicieux. Divisant les citoyens en deux clans adverses, celui des riches et celui des pauvres, elle brise irrémédiablement l'unité d'un État dont elle est par ailleurs impuissante à assurer la sécurité. Ces magistrats doivent en effet ou bien armer la multitude, et dans ce cas tout craindre d'elle, ou bien se contenter d'une milice peu nombreuse, composée des membres de la classe dirigeante et sans valeur guerrière, puisque dans cette classe la primauté de l'esprit de gain et de vil négoce a succédé à la primauté du courage. La constitution oligarchique s'oppose donc au maintien de la division du travail. Il faut en outre dénoncer comme son plus grand vice le libéralisme économique qu'elle introduit dans l'État. Les citoyens étant libres d'aliéner totalement leurs biens, il se forme bientôt une classe de prolétaires sans fonction déterminée. Véritables bourdons de la race humaine, beaucoup plus nocifs que leurs pareils de la gente ailée, parce qu'armés de dangereux aiguillons. Partout où sévit le fléau du paupérisme, on trouve en foule mendiants, coupeurs de bourses, hiérosules et autres malfaiteurs. Examinons maintenant comment se fait chez l'individu le passage de l'esprit timarchique à l'esprit oligarchique. Un cas particulier nous renseignera sur l'évolution générale. Prenons un stratège ou un magistrat dont la bonne volonté s'est brisée contre l'État comme se brise un vaisseau contre l'écueil. Des sycophantes le font condamner à la peine de mort ou d'exil et à la confiscation de ses biens. Son fils, qui jusqu'alors l'a pris pour modèle, considère avec stupeur tant de malheurs immérités. Plein de crainte pour lui-même et humilié de sa pauvreté, il précipite du trône où il les avait placés en son âme l'ambition et le courage guerrier. Et sur ce trône, il élève à la dignité de grand roi son plus sordide désir, qu'il couronne de la tiare et ceint du collier et du cimeterre. À partir de ce moment, il n'a plus qu'un but, gagner, économiser sans relâche, ajouter patiemment, en se refusant les satisfactions les plus légitimes, au peu d'argent qu'il possède. Il honore par-dessus tous les riches et les richesses, et met toute sa gloire à acquérir une grande fortune. Avare, mesquin, l'âme bourdonnante de mauvais désirs, il est devenu l'exacte réplique du second des états pervertis.